Il va armer la frappe. Magique, le Monégasque. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau débrief du Trophée des Champions. Monaco qui affrontait le PSG et patatras, une défaite, la première de 2025, 1-0, le coup du sort, 92e minute, but d'Ousmane Dembélé. Qui a réussi à tromper la vigilance de Philippe Keun, pourtant presque héroïque, Philippe Keun, mais voilà. Et Paris a finalement été plus fort et s'est imposé et remporte pour la 148e fois le Trophée des Champions. Et Monaco s'incline face au PSG sur un match à trophée pour la 1828e fois. Donc voilà. Tout va bien, 2025 commence donc sous les meilleurs auspices. Patrice, j'espère que toi, l'année a commencé quand même un petit peu plus, avec un peu plus de douceur, sur d'autres niveaux, je te le souhaite en tout cas. Oui, bah heureusement. Ouais. Bon, après, j'espérais pas grand-chose de ce match, le score est limite anecdotique. Et donc on va quand même profiter pour souhaiter évidemment la bonne année à tous nos auditeurs, les meilleurs vœux, évidemment la santé, pour peu que en tout cas vous suiviez un peu moins le foot justement, ça vous évitera un peu de laminer. et puis voilà, tous nos vœux de réussite, mais effectivement quand même la santé le plus important, hein, quand la santé va, tout va. Bon, un peu de pognon c'est pas plus mal non plus. Il y a les pubs pour ça. Bon, en tout cas, on va parler de ce Trophée des Champions, Pat. Alors, un Trophée des Champions, le 5 janvier, c'était un peu l'incongruité de la chose, au Qatar, à Doha. Bon, est-ce que tu veux revenir un petit peu sur les polémiques autour de ça? Bon, je pense qu'on en avait déjà un petit peu parlé déjà par rapport au match du match aller de Paris-Monaco, Monaco-Paris qui s'était déroulé il y a 3 semaines à peine. Qui avait déjà dû être avancé, donc, puisque sinon il aurait dû se jouer ce week-end-là. C'est donc la deuxième fois, hein, d'ailleurs, qu'on joue Paris en aussi peu de temps. Et on va les rejouer dans très peu de temps. On va les rejouer le week-end du 9 février. Donc voilà, constat amer aussi de la supériorité du PSG, malheureusement, sur nous, quoi, tout simplement. Et de Dembélé sur nous aussi. Pas contre les autres équipes, mais contre nous, oui. Comme dirait Boris, contre nous, c'est Maradona 86, Maradona Prime. Non, mais après, pour revenir sur la programmation de ce match, on a fait ce que le PSG voulait, en fait, finalement. Quoi. Il y a la première annulation, après, il aurait dû être décalé pour le mois de fin d'août. Mais ça plaisait pas au PSG, donc on l'a pas fait. Après, jouer à Louis II, mais du coup, non, ça plaisait pas au PSG, donc on l'a pas fait. Du coup, voilà, ils ont choisi la date, ils ont choisi le stade, ils ont choisi l'homme du match aussi, a priori. Hein, bon, Dembélé, il a mis son but, mais à part ça, il n'a pas non plus fait une grande chose. Donc nous, voilà, on n'avait aucune motivation sur ce match. Surtout, voilà, le trophée de champion, pour moi, c'est l'ouverture du championnat. Quoi. C'est vraiment le seul intérêt de ce trophée. Je suis d'accord. Pour lancer la saison, découvrir un peu les nouveaux joueurs et tout. Là, le jeu est en plein milieu de la saison, mais il n'y a vraiment aucun intérêt. Quoi. J'étais sans motivation sur ce match, je l'ai regardé. On a pris le but, j'ai fait on a pris le but, quoi, tant pis. Je me dis, on évitera une séance de péno, c'est déjà ça. C'est vrai que moi je vais aller plus loin. Je pense que ce match ne devrait pas avoir lieu si, alors malheureusement il n'aurait pas souvent lieu depuis 15 ans, mais si le vainqueur du championnat et le vainqueur de la coupe sont le même club. Je pense qu'on ne devrait pas jouer ce club. Enfin, le trophée des champions, ça a un sens si on veut définir voilà, le champion des champions par rapport aux 2 trophées majeurs du pays. À partir du moment où le même club remporte les 2 trophées, il est incontestablement le champion des champions. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de débat à avoir. Donc pour moi, faire jouer le premier contre le deuxième de la... Dans ce cas-là, pourquoi ne pas faire jouer le vainqueur de la Coupe de France, ou contre le deuxième, ou contre l'autre finaliste de la Coupe de France. Voilà. Dans ce cas-là, pourquoi juste... Oui, il est aussi légitime. Hein. Exactement. Donc voilà, c'est pas pour moi, en tout cas il faudrait aller dans ce sens là, mais bon, il y avait un petit billet à prendre de toute façon, la Ligue a besoin d'argent, elle a récupéré un petit billet, Monaco a récupéré 500 000 € visiblement d'après les informations de l'équipe, donc c'est pas cher payé pour
pour fermer sa gueule. Puis il n'a pas dû y avoir trop de primes de match, donc ça va aussi, on n'a pas trop dépensé. Il y a des primes de match. Après, les primes de victoire, non, mais les primes de match, ils ont eu. mais bon, voilà, c'est comme ça, en tout cas. Bon, on va attaquer le j'aime pas, du coup, parce qu'on c'est vrai qu'on commençait presque déjà à digresser, mais on s'est emporté par notre passion, notre ferveur. Je te laisse enchaîner, Pat, sur ton j'aime pas. Le j'aime, il n'a pas été simple à trouver, parce que franchement, on va en parler, mais notre prestation à tous les niveaux, quoi, elle est vraiment pas terrible. Moi, j'en ai un, mais il va plaire à tout le monde. Et du coup, ce que j'ai pas ressenti que j'aimais, et encore, c'est avec des bémols, c'est le match de Cône, parce que du coup, il nous tient pendant tout ce match, c'est lui qui permet qu'on aille à 0-0 jusqu'à après 90 minutes, parce qu'il fait vraiment de très très bons arrêts. Clairement, pour moi, c'est l'homme du match, hein, c'est pas du tout Dembélé, c'est vraiment lui, parce qu'il fait un très bon match. Mais même dans son bon match, il trouve le moyen quand même de nous faire des boulettes. Bon, sur le but, déjà, c'est un peu limite. Il est un peu en retard. Il doit pouvoir la choper avant. Il doit mieux lire la trajectoire. Mais bon, ça encore, c'est un peu tendancieux. Mais sa boulette qu'il fait, où il fait une passe là, qui rire beaucoup trop forte, beaucoup trop loin, qui a failli nous coûter un but. Après, ça fait longtemps qu'il n'en avait pas fait des boulettes, quoi. Ça nous manquait. Mais même dans ces gros matchs, il trouve le moyen quand même d'arriver un peu à se planter, quoi. Il faut bien nous rappeler qu'il y a toujours un risque. L'homme du match, pour moi, c'est pas forcément le meilleur joueur du match. C'est vrai que Dembélé, en sens c'est celui qui a fait la différence sur le match. Oui, c'est Dembélé, en sens donne Dembélé, le trophée à Paris aussi. Il a poussé un ballon fond des cages. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, tu vois, ça peut être différent dans la terminologie, par rapport, ne serait-ce qu'à la terminologie du terme, que le meilleur joueur du match. Ruiz est plus décisif que Dembélé sur ce match. Hein. Le centre de Ruiz fait est plus important que Dembélé qui arrive. Après, est-ce que c'est plus important le but ou la passe? C'est toujours... Est-ce que tu préfères faire la but ou la passe? Perso, c'est la passe. Mais voilà. Parce que tu es un artiste, Pat. Tu es un meneur de jeu. Tu distribues les galettes. Exactement. Alors, mon j'aime, il va vous plaire. C'est le match de Willy Delageau. Puis, c'est que j'y ai pensé. Écoute, il a fait un bon match. Il a pas. Alors, c'était pas un match très difficile à arbitrer, je pense, d'une manière globale, parce que c'était un match, on en reparlera, qui avait pas un énorme rythme. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'occasion, mais c'était un match assez tranquille, avec beaucoup de séquences un peu de possession, avec des passes assez peu risquées. Enfin voilà, il n'y a pas eu un engagement non plus très énorme, même de notre part. On s'est plutôt maîtrisé aussi. Donc voilà, il a eu finalement assez peu de situations litigieuses à juger. Donc il a fait plutôt bon match. On avait forcément des craintes parce que voilà, avec le passif et les dernières sorties de Skuro sur lui, forcément on était tous à se dire qu'on allait se faire entuber. Donc non, ça s'est bien passé à ce niveau-là, donc c'est un point positif. J'aime pas. Il y a eu très peu de fautes. Il y a eu très peu de fautes sur ce match. Et preuve, il a sorti 3 cartons jaunes sur le match. Alors, d'habitude, sa moyenne, je crois qu'elle est vers 7. Parce qu'il a plus de 3 et quelques par club. Donc, clairement, voilà, c'est pas un match à gros intensité comme tu dis. Non, voilà, c'est ça. Et le j'aime pas, moi, c'est les réactions que j'ai vues en fin de match d'Hutter et Ben Seguir qui m'ont fortement déplu. C'est de voir Hutter, grand sourire aux lèvres, en train d'étreindre Luis Enrique après la défaite. C'est voir Ben Seguir hilar en train de se fendre la poire avec Achraf Hakimi à la fin du match aussi. Enfin, voilà, ils sont copains, je suis d'accord, c'est très bien. C'est pas une question de rivalité, quoi que ce soit. C'est juste que tu viens de perdre un match avec un trophée au bout potentiellement. Avec la valeur qu'on lui accorde ou pas, je m'en fous finalement. T'as perdu un match. Donc je sais pas, voir cette attitude-là comme ça. Alors perdre avec classe, c'est une chose, mais là je trouve que faire des ronds de jambes et des grands sourires, c'est manquer un peu de dignité aussi, je trouve, à ce compte-là. Donc ça m'a déplu. Et ça, encore une fois, peu importe la valeur qu'on accorde à ce match et à ce trophée, je trouve que c'est pas respectueux. Des supporters d'une manière générale, du club. Voilà. C'est pas et ça ne démontre pas, pour moi, une attitude de mecs qui ont envie de gagner des titres. Voilà, donc c'est très bien qu'on va rien gagner dans tous les cas, parce qu'il y a une équipe, au moins une, qui est nettement au-dessus de nous.
On en a encore fait le constat, mais voilà, ça m'a fortement déplu et j'ai beaucoup mieux apprécié celle de la réaction de Kerrer, qui on voyait était en train de presque un peu engueuler Salisu. Alors on en reparlera, mais Salisu qui est forcément responsable sur l'alignement, hein, qui couvre Fabian Ruiz sur le centre, donc c'est un problème récurrent qu'on voit avec Salisu et peut-être que c'est de ce dont il discutait, mais voilà, là pour le coup on avait un mec qui était concerné même après le coup de sifflet final, qui était plutôt mécontent, qui était donc au moins qui a fait passer le message à ses coéquipiers voilà, donc je préfère voir ça que de voir un mec se marrer comme une baleine avec un adversaire, voilà. Si c'est un match amical, je m'en tape, mais bon, voilà. On pourra dire ouais, c'est plus ou moins comme un match amical. Bah non, c'est un vrai trophée quand même si c'est une breloque, mais c'est un trophée. Voilà. C'est pas le trophée Johan Gamper. Johan Gamper, il compte pour que dalle. Le trophée des champions, il compte un peu plus que le trophée Johan Gamper. Voilà. Bref, voilà, c'était un petit coup de gueule que j'avais, mine de rien, à passer. Le 11 de départ, on avait des retours, on avait encore des absences, on avait des choix forts, pour le coup, aussi, faits par Hutter. Alors, le retour, c'était celui très attendu de Denis Zakaria, évidemment, qui avait manqué donc les 4 derniers matchs, après une rechute, enfin, pas une rechute, mais une nouvelle blessure. Là, c'était adducteur, ischio, je sais plus. J'inverse les deux. Contre Nice, c'était l'adducteur et contre Toulouse, c'était l'ischio. Ouais, je crois que c'est l'ischio. Hein. C'est ça, voilà. Mais en revanche, pas de Philippe Keun. Lui, pour le coup, les adducteurs, toujours en difficulté à ce niveau-là. Majewski, oui, en difficulté, et Keun, donc titulaire. Non, ça, au niveau blessure, on était plutôt... c'est bon, on a quasiment récupéré tout le monde. Ah bon? Quasiment. Il manque Balogun, Mawissa et Diatta. Il manque Diatta, il te manque Mawissa, il te manque Majewski. Voilà, ça fait du monde quand même. Oui, mais c'est pas non plus. Tu retrouves quasiment une équipe potentiellement titulaire, quoi. Oui. T'as plus de. Si t'avais les autres joueurs, à part Majewski, qui aurait dû reprendre sa place de gagner titulaire. C'est pas. Voilà. Pour moi, en tout cas, Paris, à côté, eux, ils étaient complets, au complet. Ouais. Et après, on peut parler du coup du choix de Hutter, qui est de ne pas utiliser Camara. Tout à fait. Je ne sais pas trop pourquoi. Pour mettre Golovin du coup avec Zakaria, qui n'a pas été si mauvais, parce que je trouve qu'au milieu de terrain, on n'a pas été si mauvais que ça. Mais par contre, on a bien vu que Minamino n'avait pas apporté grand-chose et que j'aurais préféré voir Golovin à sa place et Camara dans le cœur du jeu, quoi. Je n'ai pas trop compris l'intérêt en fait de faire ce choix-là. De se priver du coup du duo Camara-Zakaria qui marche vraiment très très bien, on a pu le voir. Et après, en pointe de l'attaque, de choisir plutôt Iliekena que Mbolo. Là aussi, un choix un peu particulier, sachant que ni l'un ni l'autre n'a forcément montré de belles choses. Est-ce que c'est une punition par rapport à son match en Coupe de France où il était catastrophique contre des amateurs et s'est dit contre le PSG, je vais essayer peut-être autre chose. Voilà. C'est les deux grands choix, sinon on retrouve clairement l'équipe titulaire, où on n'a pas dit que Singo était quand même suspendu. Suspendu, tout à fait, oui. Ouais, voilà, qui fait qu'on n'avait du coup pas de choix forcément en défense centrale, c'était forcément Salisu Kerrer, Mawissa étant lui aussi absent. Et Donnarumma, lui, en revanche, en face, était de retour. Depuis que Singo lui avait... il a vu que Singo l'avait emplâtré. Je peux revenir. Voilà. Alors, justement, Pat, t'as parlé de ce match, un petit peu, justement, des premiers... de la supériorité de Paris. On a vraiment été très en difficulté sur les premières minutes. Ça a été les pires moments, je pense, de la rencontre pour nous. C'est là où on n'est pas... J'ai l'impression, pour moi, on n'est pas vraiment rentré dans le match, quoi, tout de suite. Non, on a eu du mal sur le début, on a du mal à se mettre en place, je trouve, et arriver à faire le pressing qu'on fait habituellement pour gêner nos adversaires. Là, le ballon circulait beaucoup trop facilement. Les Parisiens nous ont vraiment acculés dans notre surface pour se créer pas mal d'occasions. Et on a du mal... Est-ce que ça vient du fait que du coup on jouait pas sur le schéma habituel avec deux vrais milieux défensifs, quoi? Mais bon, j'ai l'impression que c'est plus placement tactique. Peut-être que le fait que le PSG jouait différemment du match qu'on avait joué contre eux, peut-être qu'il y a eu une surprise de ce côté-ci, peut-être que la mise en place tactique du Hutter n'était pas pour ce schéma-là et qu'ils étaient un peu perdus au début pour arriver à bien se positionner sur le repli.
Enfin, j'ai vu forcément aussi beaucoup de réactions. C'est vrai que j'ai envie quand même de poser la question. Beaucoup se sont demandé quel était vraiment le plan de jeu, quoi. On a l'impression de ne pas avoir vu un plan de jeu de Monaco. On a beaucoup peut-être laissé faire, sans doute trop aussi. Pas vraiment proposé grand-chose non plus. Beaucoup se demandaient est-ce qu'on avait vraiment préparé un truc sur ce match-là en particulier ou pas, quoi. Après, le choix d'Ilkena pourrait être indiqué qu'on souhaitait justement peut-être laisser plus le ballon au PSG, procéder du coup sur des contre-attaques, jouer rapidement, ce que Mbolo permet beaucoup moins. Peut-être que c'était ça la tactique. Il a peut-être vu que sur le match aller, déjà à domicile pourtant, le PSG est quand même largement dominé. Et que du coup, peut-être c'était plus utile en jouant à l'extérieur sur leur terrain de choisir une tactique plus défensive. On s'était fait lessiver sur le match à domicile en prenant 4. Donc forcément, il fallait tenter autre chose. Donc il a peut-être voulu jouer un peu plus défensif, mais sans non plus basculer jusqu'à une défense à 3. Ouais, ce que je trouve surtout, c'est... Ouais, comme tu dis, c'est pas du tout la même approche, en tout cas, qu'il y a eu par rapport au match aller, où, on le sait, hein, Monaco a envie de presser haut, presser avec beaucoup d'intensité, et Monaco s'est fait punir plusieurs fois, justement, à cause de ça, contre Paris. Tu as quand même aussi un peu un trop-plein, on va dire, d'agressivité, alors pas une mauvaise agressivité, mais enfin voilà, avec Singo notamment qui met énormément d'impact et tout. Donc c'est vrai que tu as ce défaut-là aussi d'en mettre un peu trop et de pas savoir des fois trop tenir. Je me suis demandé si justement on n'avait pas changé un peu le fusil d'épaule à ce niveau-là, parce qu'on avait... on était plus attentiste et on était moins dans ce pressing haut. Est-ce qu'on n'a pas voulu justement l'aborder de cette manière pour éviter de se faire punir, tout simplement, quoi? Après, ce que je dis, c'est je le vois sur le début du match, mais après, sur le reste du match, je trouve qu'on a repris ce pressing, surtout de la part de nos milieux offensifs et notre attaquant, quoi, qui ont pressé, mais plus tardivement dans le match, on l'a retrouvé, où on laissait peu d'espace et on obligeait le PSG à jouer une touche de balle pour se sortir. Parce qu'après, souvent... Sur le début du match, comme tu le dis, non, c'est clair qu'on ne le voyait pas. Parce que souvent, le truc, c'est que quand tu as ce jeu de pressing haut, etc., et que tu sais que tu joues contre une équipe comme Paris, tu peux pas le tenir pendant 90 minutes. C'est impossible, et on l'a déjà vu de toute façon. Au mieux, je crois, on avait fait peut-être... Je crois que c'était lors du match... match retour de l'an dernier, enfin de printemps 2024, il me semble. Je crois qu'on avait dû faire une très bonne heure de jeu, et après au bout de 60 minutes on avait commencé à lâcher et on n'avait plus réussi vraiment à tenir le pressing. Donc voilà, on sait qu'on n'y arrive pas, c'est pas possible de le tenir pendant 90 minutes. Donc est-ce qu'on dit, si on démarre plus doucement et qu'on monte en puissance progressivement, est-ce qu'il y a eu un calcul à ce niveau-là? Je sais pas. Après, la technique du pressing, elle est très intéressante contre des équipes qui sont techniquement plus faibles. Parce que du coup, tu pousses ton adversaire à jouer vite, à jouer à une touche de balle. Oui, le pousser à la faute. Et à la faute, qu'en face, tu as des joueurs comme ceux du PSG qui sont tous extrêmement bons techniquement. On a bien vu qu'ils arrivent très bien à sortir du pressing et trouver des espaces et tout. C'est moins utile contre des grosses équipes comme ça. Alors peut-être que, comme tu le dis, il a fait un choix différent sur le début du match. Sachant que si tu resserres aussi pas mal... Paris, c'est quand même une équipe un peu entre deux, c'est-à-dire qu'effectivement, comme tu le rappelles, ils ont vraiment cette qualité technique pour arriver à se trouver, à créer des décalages et les transversales qui arrivent au bon endroit dans les pieds. Enfin, il y a vraiment cette qualité-là. Tu dis c'est des joueurs, pour certains, ils paient pas de mine, ou enfin tu te dis bon, c'est pas des stars mondiales en fait, c'est pas... t'as pas du Kevin De Bruyne, mais t'as quand même du calibre qui est supérieur à toi techniquement, mais vraiment. Et les passes sont bonnes, sont dans les pieds, même quand ça allonge un peu plus. Il y a très peu de déchets en fin de compte. Et c'est là que tu te rends compte de l'énorme différence en fait entre une équipe comme la leur et la nôtre. Ils ont annoncé la stat à un moment donné, c'est quoi? Il y avait 15% d'écart entre leurs passes et les nôtres, quoi. Ils étaient à 93% de passes réussites et nous on était dans les 70 et quelques. Mais la difficulté du PSG aussi, c'est ce jeu qui est souvent un peu stéréotypé, c'est qu'il y a moins la qualité individuelle qui
qu'ils avaient à l'époque pour faire vraiment plus de différence aussi par la percussion, l'élimination, etc. Et un peu moins à l'aise. C'est des joueurs qui sont un peu moins à l'aise, un peu moins fins aussi à ce niveau-là pour les petits espaces. Donc, peut-être effectivement, si tu dis tu les presses moins, mais que tu essaies de mieux quadriller ton terrain, ta moitié de terrain pour les empêcher aussi de jouer un peu plus les intervalles, peut-être que tu as une autre approche et en même temps, tu as une façon quand même de réussir à les contenir. Je sais pas si c'était peut-être une stratégie aussi au départ. Avant, ensuite, comme tu l'as dit, comme tu l'as rappelé, de un peu plus presser, un peu plus haut et ensuite commencer à récupérer des ballons hauts. D'ailleurs, finalement, Monaco s'est beaucoup mieux comporté en fin de première période et a eu ses premières situations en fin de première période en ayant récupéré des ballons hauts, en ayant pressé un peu plus haut. Et là, on a vu un Monaco déjà plus conforme à ce qu'on voit depuis le début de la saison, plus conforme au principe de jeu d'Hütter et plus intéressant aussi, quoi. Même la deuxième mi-temps, là. Oui, ça a commencé. Je veux dire, c'est que ça a commencé à la fin de la première. Dans la continuité, la deuxième mi-temps, c'est ça. on était clairement dessus. Au-dessus par rapport à ce qu'on a montré pour décider du PSG. Hein. Donc, du coup, il y a quelques situations, il n'y en a pas énormément. Il y a Minamino qui tire souvent sur Donnarumma, malheureusement. Il y a un poteau autour de la 50e, 55e de Vanderson sur un centre de Ben Seguir. Il y a quelques petites occasions par-ci par-là, c'est pas énorme, mais ça montre surtout quand même que Monaco est revenu avec d'autres intentions, comme dirait Bafé Gomis. ça pourrait être un j'aime pas aussi. Oh putain, ouais. Les commentaires, c'était catastrophique. Et ça, voilà, ça démontre que Monaco est revenu vraiment avec d'autres intentions, une volonté d'aller chercher un peu plus désormais. Et voilà, ça se traduit avec quelques bonnes situations. Ça va pas forcément durer. Paris va quand même continuer à avoir pas mal de bonnes occasions. Et des occasions où ils arrivent à mettre le ballon dans la surface. Et là, beaucoup quasiment des face-à-face, quoi, où ils trouvent leur attaquant qui est plein axe, qui n'est pas marqué, qui a tout le loisir de frapper. Et heureusement pour nous, même s'il cadre, il frappe sur Cône. Cône fait des très beaux arrêts, va en chercher quelques-unes, mais quand même énormément de ballons quoi, sont dans ses bras. Quoi. On a la chance aussi que les attaquants parisiens, du coup, ont frappé un peu trop facilement, on va dire. Oui, on a la chance que Paris, ils ont un peu le même problème que nous, c'est qu'ils n'ont pas un vrai buteur. C'est ce qui leur manque clairement. Sur ce genre de match, tu le vois, il leur manque vraiment un buteur, pas un attaquant, quoi, un buteur. Quoi. Parce que clairement, c'est vrai que si entre ça, le match aller, là, il y a 3 semaines, et celui-là, s'ils ont un vrai attaquant, un vrai buteur, ça finit beaucoup plus mal, je pense. Tu rajoutes un Cavani, là oui. Ça fait mal. C'est une sextape. Mais voilà. Donc bon, malheureusement, ce qui devait arriver arriva et ce but de Dembélé à la toute fin de match, on pensait qu'on avait fait le plus dur, on pensait qu'on allait arriver au tir au but, Pat. On était déjà en train de se demander qui c'est qui allait rater nos tirs. Quoi. On était déjà en train de se dire effectivement qu'on avait... Mais alors, il y a aussi, il y a quand même un vrai sujet aussi abordé sur la question des changements d'adjuteurs. Ouais. Ça, c'est quand même je ne sais pas si on peut parler de tournant du match à ce moment-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le coaching n'est pas gagnant du tout. Et que voilà, ça déséquilibre l'équipe. En tout cas, ça ne lui apporte pas une assise défensive. On a des choix qui sont très prudents de la part d'Hütter en tout cas sur la deuxième salve de changements qui interviennent à la 83e, si je dis pas de bêtises, ou quelque chose comme ça, ou 73e peut-être. Enfin, il est 80 et quelques. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc il fait 2 salves. Ok, c'est 86. Il fait 2 salves de changement, et c'est cette deuxième-là où donc il décide de remplacer Vanderson. Alors, qui avait des crampes, très clairement. Il remplace Vanderson par Thésée et il remplace Akliouche par Magassa. On se dit c'est quand même plutôt défensif, surtout le deuxième remplacement, Magassa. Est-ce qu'il veut garder le score, être sûr d'aller au tir au but et que ça se joue comme ça? En tout cas, ça a été reproché, ces changements très prudents de la part d'Hütter. C'est vrai qu'habituellement, il fait plutôt l'inverse. Pour moi, c'est pas des changements tactiques qu'il fait. Pour moi, sauf Steve Anderson avant les camps, mais pour moi, c'est plus peut-être qu'il fait rentrer des joueurs qui sont meilleurs sur les tirs au but.
Je connais pas le niveau des joueurs là, mais ça ressemble vraiment à ça. À ce moment-là du Alors, match, ça ressemble Thésée beaucoup à ça. Magassa meilleur que Vanderson à Cluj, tu me permettras d'en douter quand même. Bah, je ne sais pas. Tu Mais m'autorises bien un petit scepticisme sur cette. Sur et après, la deuxième cette chose, assertion. pourquoi les gens râlent sur ces changements-là, il serait rien passé, on serait allé au péno, personne n'aurait rien dit. C'est juste que sur le but, les deux sont impliqués, parce que toute l'action se passe sur le côté. C'est pas Magassa. Pardon, excuse-moi, désolé. Vas-y, termine. Pardon. Vas-y, termine pas. Et l'action se passe du côté, quoi. Parce que du coup, Ruiz centre sur Thésée et l'action part du côté de Magassa, quoi. Donc, du coup, ils sont impliqués, mine de rien, sur le but, même si c'est pas du tout les fautifs, parce que c'est plus Salissou qui est pas au marquage. Qui couvre déjà au départ, en plus. Qui couvre et qui est pas au marquage, et Enrique qui se décale trop sur qui est au centre, je sais plus qui c'est qui est au centre. Le coulissage, de toute façon, se fait trop tard. Ouais, qui va chercher Ramos et laisse complètement dans son dos, du coup, Dembélé. Ouais, le coulissage est raté de toute façon, mais non, je pensais Magassa, c'est pas Magassa rate son tir au but contre Rouen. Alors peut-être c'est trop loin pour se rappeler qui. Je me rappelle de Golovin forcément et de Balogun. Golovin rate déjà contre Rodez il y a 2 ans, 3 ans. Peut-être que je confonds avec Rodez du coup. Mais il me semble que Magassa. Peut-être après, je sais pas, mais ça, quand j'ai vu ces changements-là, je me suis dit, peut-être qu'il fait rentrer des tirs, parce que là, à 4 minutes de la fin. Je voudrais pas dire de conneries, hein, mais. Bon, d'un côté, après, s'il veut sortir à Clouche, il a personne sur le banc. Alors après, c'était. Il est à la Ouattara et du coup, il fait changer de place Ben Seguir, quoi. C'était aussi une autre contrainte, c'est que, oui, le banc, là, pour le coup. Voilà quoi. Si tu commences ton match avec Akliouche, Minamino, Ben Seguir, Golovin sur le terrain, c'est sûr que t'as mis tout ce que tu pouvais quoi. T'as déjà mis tes 4 milieux offensifs quoi. Habituellement t'as le choix sur le banc, mais là t'as fait le choix de faire descendre Golovin. Oui, bien sûr, c'était un peu le problème. Donc après c'est soit mettre Ouattara, soit Boabré, c'est peut-être un peu plus compliqué que de mettre Magassa qui commence à avoir une bonne expérience comparé aux deux autres quoi. Oui, puis sur un match comme ça, faire rentrer Boabré ou un très jeune joueur, a priori, ça m'a l'air quand même un cadeau empoisonné. Hein. Non, c'est Akliouche qui rate, je viens de vérifier. Voilà. Akliouche rate contre Rouen. C'est pour ça qu'il l'a sorti. Je me rattrape aux branches. Peut-être, effectivement, tu as raison. Mais je sais pas, j'ai souvenir d'un penalty raté de Magassa, un tir au but raté de Magassa. C'était peut-être du coup contre Rodez avec Golovin. Oui, c'est possible. Ouais. En tout cas, voilà, on aura été privé du coup de cette séance de tir au but. Magassa n'aura donc pas eu l'occasion de rater comme contre Rodez. Je viens de vérifier, c'est bon. Mais c'est bon. Il avait raté le 6e. Et donc voilà, pas de trophée non plus par la force des choses et certainement là c'était en tout cas la seule occasion d'en gagner un qui vient de s'envoler très probablement parce que 10 points derrière Paris en Ligue 1 clairement il n'y a pas de raison d'espérer quoi que ce soit. La Ligue des Champions, bon évidemment on va déjà être content d'aller en barrage maintenant au point où on en est, et la Coupe de France on sait jamais quand même. Bon, si Paris se fait éliminer par un club il reste toujours de très grosses équipes et on n'a pas un 16e simple. On n'a pas un 16e simple effectivement, hein, même si Reims a perdu contre Saint-Etienne ce week-end. Comme quoi c'est possible de battre Reims. Mais ça à Saint-Etienne. Mais donc voilà, en tout cas, déception sur ce match quand même. Enfin, déception relative visiblement de ce que j'ai compris pour toi, Pat. Franchement, j'étais pas triste ou même énervé, parce que normalement, quand tu prends un but à la 92e, t'es énervé, quoi. Ouais. Là, non, je fais ok. Bon, les séances de pénalty, nous, ça fait quand même. Oui, c'est pas notre pas une histoire d'amour. Donc... on va attaquer les top flops de cette rencontre. Je te laisse commencer. Enfin, un top, le top forcément. Le plus évident, on en a déjà parlé, tu l'as mis dans ton j'aime, c'était Philippe Keun. Ouais, forcément. Du coup, mon deuxième top, l'autre joueur que j'ai trouvé plutôt bon dans ce match, c'est Vanderson. Ouais. Je trouve il nous fait une bonne saison. On en a parlé déjà dans le club nous dégoût avec Rome. Mais là encore, sur ce match-ci, très bon match. Défensivement, je trouve qu'il a quand même bien progressé. Il montre d'autres choses. Offensivement,
il a un peu plus apporté que sur les derniers matchs. Assez dangereux. C'est lui qui nous trouve le poteau aussi, sur une des rares occasions dangereuses qu'on a pu avoir. Donc plutôt. Attention plutôt le côté content de son disciplinaire quand même, parce qu'il prend encore un carton jaune, mine de rien. match. Ouais, je me rappelle même plus ce que c'est. Il fait une faute sur Doué. Ah oui, c'est bon. Mais bon, globalement, il a plutôt bien contenu, et puis offensivement, il a apporté, hein, mine de rien. Il y a quelques bons centres, il touche le poteau. Donc ouais, plutôt un bon match. Kehrer, plutôt pas mal aussi. Il y a eu quelques petites erreurs, c'est vrai, mais bon, globalement, il a quand même fait quelques bons dégagements importants aussi. Par rapport à la première situation d'ailleurs, la barre transversale de Doué justement sur la première période, je trouve que c'est à la 8e minute. C'est une situation entre Keun et lui, hein, Kehrer. Mais bon, pour le coup, c'est plus Keun qui se rate, hein, je trouve. Pour moi, c'est lui qui fait une très mauvaise passe. Voilà. Trop fort, trop loin des Kehrer. C'est un peu le point négatif du match de Philippe Keun. Avec sur le but. Ouais, sur le but, c'est un peu limite. Je pense qu'il apprécie assez mal le centre, à mon avis, et du coup, derrière, il est éliminé en fait par le centre, et ça, c'est un problème. Clairement, jamais il doit se faire éliminer par le centre. Donc, bon, c'est dommage parce que pour le reste, entre ces deux événements-là, c'était presque parfait, quoi. C'est comme ça. Ça arrive. Du coup, on a parlé de Vanderson, de Kehrer, on va parler maintenant des flops sur cette rencontre. Alors du coup, moi je vais faire un petit package. C'est toute la ligne offensive. Voilà. On a très peu vu au final nos offensifs, les milieux offensifs sur lesquels on se repose beaucoup, à savoir Akliouche et Ben Seguir. Très clairement, ils ont été vraiment en dessous hier. Minamino, malheureusement, c'est la poursuite de son début de saison un peu raté. Ileni Ikena, pareil, hein, c'est clairement un joueur qui est très loin encore d'être à son meilleur niveau. Mais voilà, c'est surtout moi forcément les deux sur les côtés, hein, dont j'attends beaucoup plus, les petits feux follets, mais malheureusement là ils étaient éteints. Ils ont été éteints par le PSG. Ouais, je te rejoins, j'ai pas grand chose. Je trouve, pour moi, le flop c'était Ileni Ikena. Je trouve que il avait de toute façon tellement peu de ballons à faire, donc ce match-là il a servi vraiment à rien, vu qu'en plus il n'est pas comme Mbolo où il participe énormément en jeu. Pour pouvoir au moins distribuer, c'est pas son rôle, donc du coup sur ce match-ci il a servi à rien, et les rares ballons qu'il a eu généralement il a quand même perdu pas mal. Après Minamino, je trouve qu'il y a des hauts, des bas dans ces matchs, où il y a des moments où il va nous faire de très belles choses, des bonnes actions, puis c'est complètement inconstant, quoi. C'est dommage qu'il n'arrive pas à continuer sur ce qu'il nous a proposé la saison dernière et qui retombe un peu dans ses travers. Alors c'est pas du niveau non plus de sa première saison qui était catastrophique. Oui, bon, clairement. Mais clairement, où je te rejoins, pour moi, après Ilika, c'était Minamino que j'ai indiqué dans mes flops. J'ai envie de rajouter quand même Salissou, hein, forcément. Déjà, sa première intervention tout début du match, alors elle est catastrophique, il fait tout à l'envers. La dernière, forcément aussi, avec le hors-jeu. Ça, c'est encore une fois une mauvaise, une lecture du jeu déficiente. Hein. Il est systématiquement derrière. Il est systématiquement en train de couvrir. Et ça, il va vraiment falloir qu'il règle ce problème-là. C'est plus possible. On prend trop de buts à cause de ça, en fait. Donc ça, pour moi, rien que ça suffit à le mettre dans le flop. Peu importe le reste, même si sa première période, je le trouve globalement trop moyenne. Non, encore une fois, c'est encore une erreur, quoi, pour moi, de sa part. Donc... doit vraiment être beaucoup plus attentif, beaucoup plus concentré sur sa lecture du jeu, quoi. Voilà. Après, c'est pas forcément un top, mais dans les joueurs qui ont fait un bon match, je trouve que Zakaria, on voit clairement que ça fait du bien quand il est là. Pas dans le pressing, pas dans la récupération, mais plus dans son placement et la capacité à garder le ballon, même quand il y a des joueurs qui viennent tout de suite dessus sur lui, le presser, il le perd pas, le ballon, il le conserve et il le met pas en retrait bêtement, quoi. Il sait arriver très bien à temporiser, se retourner, à dribbler le joueur ou à passer sur un joueur qui est devant. Il trouve très bien nos joueurs, très peu de déchets, donc c'est quand même super précieux, quoi. Après, ça a manqué vachement de rythme, hein, tout simplement, quoi. Mais on l'a moins vu aller vraiment presser très très fort et récupérer beaucoup de ballons comme il sait faire. Donc on va maintenant partir sur le débat. Alors il y a deux aspects en tout cas de discussion, on va dire, dont on va parler. C'est la prolongation d'Adi Hutter.
puisque c'est vrai qu'on a appris qu'il a été prolongé juste avant le match. Est-ce que c'était le bon choix? Et ensuite, le deuxième sujet, plus polémique. Monaco est-il un club de losers? Voilà. On commence un peu par Adi Hutter. Pat, est-ce que toi tu penses que c'était le bon choix? Est-ce que c'était le bon timing de l'annoncer juste avant ce match-là? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est bien de continuer avec Adi Hutter l'année prochaine? Oh oui, je suis plutôt satisfait du fait qu'on continue avec lui là-dessus. Parce que du coup, d'une, ça fait un peu de la continuité, ce qui nous a manqué ces dernières saisons. On a un coach qui a quand même mine de rien de très bons résultats. Dans la globalité, on va dire, si on ne regarde pas plus en détail. Donc c'est bien de pouvoir compter sur lui. Il y a quand même une bonne entente avec les joueurs. On n'a pas de mauvais échos. Il est quand même très bon. Il a eu des moments difficiles et des moments chauds l'an dernier. On se rappelle avant Nice, par exemple, quand Zakaria lui sauve peut-être un peu les fesses. Et du coup, il aide beaucoup au développement de nos joueurs. Je pense que ça rentre très bien aussi dans le cadre de nos dirigeants de faire de la plus-value sur les joueurs, parce que du coup, il les développe bien. Maintenant, le bémol pour moi, c'est toujours les résultats contre les gros clubs, parce que là, encore une fois, c'est toujours une défaite. Et malheureusement, depuis qu'il est avec nous, c'est quand même très très compliqué à chaque fois qu'on rencontre une équipe qui est d'un niveau quand même. On considère que c'est une belle affiche, contre les grosses équipes, soit européennes, soit françaises, c'est toujours malheureusement rarement dans notre faveur. Après, pour le timing, non, j'avoue, je comprends pas trop pourquoi là, maintenant. Quitte à attendre un peu, alors clairement pas le faire en fin de saison, parce qu'on va pas attendre non plus se mettre le couteau sur la gorge alors qu'il peut partir et avoir d'autres propositions. Mais j'aurais peut-être attendu de voir le match contre Aston Villa et l'Inter pour voir si ça peut jouer. Il suffit d'une élimination en Coupe de France qui ne se qualifie pas non plus en Ligue des Champions. Tout de suite, la saison, parce qu'on n'est pas non plus super bien en championnat, mine de rien. On s'est fait passer par Marseille. Ils ont pris 3 points. Lille est revenu. Lyon est pas loin. Ça peut tourner à finir la saison 4e. Ça peut finir chocolat, mais Lille et Lyon sont à égalité, ils sont à 2 points derrière nous, justement. Nice, comme tu disais, aussi, ils sont à 3 points, ils sont donc littéralement à portée de tir, et Marseille qui en plus a gagné nettement contre le Havre, qui prend 3 points d'avance. Donc c'est pas... Et le goal average. Et plus le goal average, effectivement. Donc après, c'est vrai que sur le timing, ce qu'il y a de moins surprenant, c'est le fait que des deux côtés, visiblement, ils voulaient au moins s'entendre, en tout cas sur un accord en début d'année civile. Donc ça a été le cas. Après, est-ce que 30 jours de plus de compétition, je dirais, fin janvier, ça aurait changé la donne? Je sais pas. En tout cas, voilà, c'était une volonté des deux parties de régler ça en début d'année. Et donc, à ce niveau-là, moi, ça me surprend pas trop. Je suis plutôt satisfait aussi de cette prolongation. Je suis d'accord, pour des questions de continuité. C'est bien de continuer comme ça parce que il correspond plutôt au projet. De toute façon, encore une fois, on est Monaco. Je veux dire, on n'est pas Manchester City. On va pas attirer demain Guardiola. Donc, voilà, on a ce à quoi on peut prétendre. Et donc, à 18 heures, c'est un entraîneur, on va dire du même acabit que pouvait l'être. Ça va en faire hurler certains. Philippe Clément. c'est un peu la. T'as dit Kovac, c'est ça? Oui, voilà. J'ai mal entendu. T'as dit Kovac, c'est ça? Mais voilà, c'est de l'entraîneur en dessous des grands. Donc on sait très bien que, à moins d'avoir la future pépite, tu vois, que t'as su choper avant tout le monde, tu vois. Non, je parle pas de Didier Deschamps. Même si on pourrait éventuellement penser à lui dans ce profil, mais non, clairement, c'est quand même aujourd'hui, c'est pas non plus comme si on avait je veux dire, changer à 18 heures juste pour changer, pour prendre un mec qui serait à plus ou moins le même genre, bon, ça n'a pas d'intérêt. Ils se font bien dans le moule. Il est plutôt il est quand même il a une bonne il dégage quelque chose de, je trouve, de très positif aussi. Il a une bonne image. Moi je l'aime bien dans son discours globalement aussi, même si je lui ai fait un reproche au tout début de l'émission, mais bon,
c'est quelqu'un quand même c'est une personnalité que j'apprécie beaucoup, un humain que j'apprécie pas mal. Donc voilà, je pense que c'est bien de l'avoir fait aussi. Maintenant, comme tu le disais, cette situation sportive, il faudrait pas non plus qu'elle empire de trop, parce que déjà la dynamique là pour l'instant elle est pas bonne, mais surtout que ça se voit, ça commence à se ressentir et rejaillir sur les résultats, sur les classements et autres. Donc la Ligue des Champions, ça devrait passer, mais ça va passer finalement assez ric-rac. Le championnat, c'est le podium pour l'instant, il est menacé. On est encore dessus, mais on se met depuis plusieurs journées sous la menace. Donc voilà, là, et comme tu disais, c'est un trophée perdu, une occasion de gagner un trophée qui est perdu. Donc attention quand même, quoi. Il y a peut-être une pente qui pourrait être un peu glissante, et voilà, faudrait pas qu'on l'emprunte un peu trop à vive allure, quoi. Après, le crédit que je lui donne, c'est que quand il a un effectif complet, qu'on peut le voir sur le début de saison et tout, le système qu'il veut mettre en place, la façon qu'il a de voir l'équipe, moi ça me plaît énormément. Je trouve qu'on fait vraiment de très très bons matchs. Il a les joueurs qui vont bien ensemble, et ça fait, on en accroche des très bons résultats. Défensivement on est solide, offensivement on est très très fort. Et du coup, l'absence de résultats, pour moi, ces temps-ci, elle est liée au fait qu'on a un groupe qui est beaucoup trop court, qu'on a des absences à certains postes, et du coup qu'il en pâtit. Alors clairement, il a aussi son rôle à dire, à mon avis, avec les dirigeants, de dire attention, là, ça va être compliqué cette saison avec le nombre de matchs qu'on va jouer. Mais voilà, pour moi, je lui donne un peu de crédit du fait qu'il a peut-être pas forcément les armes pour pouvoir développer son jeu sur toute la saison, s'il n'y a pas une grosse chance sur les blessures suspension. Après, sur les blessures, justement, attention, quoi, tu vois. Alors, il n'est pas tout seul, hein, il y a une cellule de performance, il y a des staffs et tout, donc forcément, c'est eux qui sont beaucoup plus attentifs à ça, mais en tout cas, les blessures, c'est aussi un sujet récurrent. L'an dernier, bon, c'était très particulier avec les croisés, mais tu as quand même pas mal de pépins physiques aussi. Là, tu commences vraiment à les accumuler aussi. Moi, là où je leur ferai un reproche, c'est que oui, en début de saison ça marche très très bien comme l'an dernier, sauf qu'après il y a un moment où ça baisse inévitablement, et là je trouve que son défaut peut-être c'est d'avoir du mal à se renouveler. Alors il a, je trouve, et ça pour le coup c'est une qualité que je lui trouve, il a cette volonté de prendre des choses, de se laisser voilà, il a certainement une certaine porosité à d'autres idées, en tout cas, notamment quand il prend Périnel dans son staff. Donc il a un côté, voilà, très ouvert d'esprit, qui pour moi démontre une attitude assez positive, et voilà, de quelqu'un qui est pas buté dans ses choix, qui persiste pas. Voilà. Donc contrairement, le contraire de Philippe Clément, je trouve, pour le coup. Donc moi, ça c'est quelque chose que j'apprécie, parce que ça montre qu'il est ouvert, qu'il a envie de progresser, et qu'il n'est pas fermé ni à la critique ni aux conseils qu'on pourrait éventuellement lui donner, quitte à incorporer d'autres personnes dans son staff. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui fait bien. Donc on attend le nouveau Périnel maintenant. Mais sinon, voilà, je trouve qu'il y a quand même un moment où, à partir du moment où les équipes comprennent un petit peu mieux ce qu'on fait, ce qu'on met en place, derrière, ça devient très difficile pour nous, en réalité, de faire des différences. Alors, encore une fois, on pourra toujours dire, ouais, mais si t'as un mec un peu plus tueur, peut-être qu'on n'a pas le même discours. C'est possible aussi. Ce que j'allais dire, tu regardes tous les derniers matchs, franchement, si t'as un mec qui sait cadrer ses frappes, si tu te facilites quand même grandement la vie là. Et on rappelle, voilà, et on rappelle que justement, c'est un effectif qui a ses limites, et ça, pour le coup, c'est pas aussi de son fait, même si il a l'air un peu plus, pour le coup, peut-être dans la patte, dans la lignée d'un Jardim qui fait ses omelettes avec les œufs qu'on lui donne, finalement, selon l'expression qu'il aimait bien employer, et qui la ramène pas trop à ce niveau-là, tu vois. On l'entend pas faire une sortie en disant il me manque ceci, il me manque cela. Voilà, donc voilà, à ce niveau-là, peut-être aussi le profil correspond bien à un mec qui fait pas trop de vagues, et voilà. Mais bon, en tout cas, je pense que c'est bien de continuer avec lui, mais en espérant de bien finir la saison, parce que c'est clair, si tu finis hors du podium, par exemple,
alors ce sera pas non plus comme si tu finissais hors place européenne comme on avait pu le faire il y a 2 saisons. Ça justifierait pas forcément d'être renvoyé, mais ça pourrait par contre être un gros avertissement en revanche. Voilà. Et là, du coup, je sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose sur Uther, mais si on enchaîne sur l'autre débat, Monaco est-il un club de losers? Je sais que tu as sorti des stats intéressantes, Pat. Non, intéressantes, je sais pas si on appelle ça intéressantes. Révélatrice. Ouais, du coup, en coupe, si on considère le trophée des champions comme une coupe, ce qui est quand même le cas, quoi. Donc, à chaque fois qu'on joue une finale, ça en fait 8 de suite qu'on perd, depuis la fameuse contre Porto qu'on a perdu 3-0. Il faut remonter du coup en 2003 pour gagner la Coupe de la Ligue contre Sochaux. Ouais. Et donc après ça, c'est la Coupe de la Ligue des Champions contre Porto et on enchaîne après 7 défaites contre le PSG. 7 défaites contre le PSG. C'est le pire, c'est ça. C'est qu'on joue des coupes, mais à chaque fois, que ce soit Coupe de la Ligue, Coupe de France, Trophée des Champions, c'est toujours le PSG qu'on est en face. Et quasiment à chaque fois, on met pas de but. Genre, la seule année où on a mis des buts, c'est au Trophée d'un champion et la finale de la Coupe de la Ligue en 2016-2017 avec vraiment notre Dream Team, quoi. Ouais. Les autres années, non, c'est 0 but à chaque fois. Et on a pris quelques petites claques, des 3-0, 4-0, 4-1. Tout à fait. Et on se rappellera aussi d'une défaite des prolongations là, en 2010. Il y en a une, oui, qui est en prolongation. C'est en prolongation, c'est ça. Ouais. Pareil, 1-0, donc qui pourrait faire penser presque un petit peu à ce qui s'est passé hier, en tout cas de craquer dans les derniers moments du match. Sachant que ce PSG là c'était un PSG de merde en plus. Bon, nous aussi, on avait aussi une équipe de merde parce qu'aujourd'hui on avait un bon joueur mais il n'a pas voulu jouer ce match là. Okay. Voilà, sinon autrement, je pense que si tu mets si tu me donnes le choix entre Eduardo Costa et Matazo, je pense que je prends Matazo, quoi. Je pense, a priori. Mais bon, voilà, en tout cas c'était le dernier trophée avant le PSG version Qatar. Derrière, après, tous les autres, c'était que ça. Donc ouais, c'est le... Alors, est-ce qu'on est un club de losers, du coup? On est la petite pute de Paris, en fin de compte. Si tu rajoutes le championnat, hormis en 2017, où on est champion, il y a en plus d'autres matchs comme ça qui sont un peu des finales. Bon, sans dire il faut jouer 8 finales. Je parle vraiment des finales, la dernière journée où tu dois faire un résultat. Tu repenses au match à Lyon, où on va se prendre un 6-1. Ouais. Si je m'appelle bien, à l'avant-dernière journée. Et il y a quelques saisons de ça à Lens. On va perdre aussi dans les derniers instants. Et pareil, où c'est vraiment des matchs à enjeu pour aller chercher, pas le titre, on n'en est pas là non plus, mais à chaque fois qu'on a des matchs à une importance un peu capitale, des finales où il y a quelque chose à aller gagner, à récupérer, voilà, comme tu dis, un peu club de losers sur le coup. Parce qu'on pourra toujours dire, c'est une question qui est ouverte, évidemment, vous pourrez répondre en commentaire et donner vos avis, hein. Mais c'est vrai que cette question-là, quand on pourra nous rétorquer que Monaco, c'est un club qui a toujours gagné un trophée par décennie, un titre par décennie, donc quand même, il y a la régularité au plus haut niveau. Ouais, c'est très bien, la régularité au plus haut niveau, mais ça fait pas gagner les trophées toujours, hein. Donc, être troisième, c'est pas la même chose qu'être premier. Tu peux être régulier au plus haut niveau quand t'es troisième ou deuxième, mais régulièrement gagner. Et c'est vrai que ce qui est... Alors, Monaco n'a fait qu'un doublé, c'était il y a 70 ans. Et surtout, Monaco n'a jamais enchaîné un titre, en tout cas de champion. Je parle. Enfin, si, mais non, même pas, parce qu'on fait 61-63. Donc, on n'a jamais enchaîné un titre. La plus belle série, je pense, ça doit être 78 champions de France, 80 Coupe de France, 82 champions de France. Mais à chaque fois, il y a une année entre les deux. Ça, c'est une des belles séries. Ouais, ou dans les années 60, si tu comptes la Ligue 2, de la Division 2 même, où tu fais l'enchaînement. Champion et... Ah non, t'es pas champion. Non. Non, tu remontes, mais t'es pas champion, je crois. 78, tu veux dire? Non, en 60, t'es 1. Ah, tu fais Coupe de France plus championnat l'année d'après. Oui, t'as 2 trophées successifs. Ouais, ça c'est vrai. Voilà. Enfin, encore une fois, c'est pareil. C'est comme quand tu fais le doublé, c'était il y a 70 balais, quoi. Ouais. Donc, bon. Je pense qu'il y a eu quelques égarements au niveau de la culture club depuis. Hein. Mais en tout cas, voilà, ça c'est clair que on n'a jamais réussi à enchaîner 2 titres de champion de France, par exemple.
Écoutez, à chaque fois, il suffit de regarder l'équipe l'année du titre et l'équipe de l'année d'après. Mais voilà, mais c'est vrai que joueurs, mais c'est presque aussi, tu vois, c'est aussi cette question de Monaco, je trouve, qui s'excuse presque d'être là en France, en fait, de jouer dans le championnat de France, on va dire. Donc, on fait pas trop de vagues. Bon, si on est champion, c'est cool, allez, c'est sympa, c'est notre année. Et puis après, on vous le rend l'année prochaine, vous inquiétez pas, tu vois. Ça donne un peu cette impression-là, tu vois. Et là, c'est vrai que, t'es limite, t'es content, t'es en finale, ou t'as un match à trophée, et puis t'es juste content d'être là, et c'est tout, quoi. C'est un petit peu désespérant quand même de jamais gagner un titre et surtout systématiquement, comme tu dis, de perdre nos finales. Enfin là, les 8 dernières, enfin, c'est franchement déprimant, quoi. Parce que t'en vis pas tous les ans, quoi. Non, puis même il y a quelques-unes où tu avais quand même des belles équipes où tu pouvais espérer largement quelque chose, quoi. Surtout les 4 dernières, quoi. Pas les 4 premières plutôt, dans l'autre sens, quoi. Genre 2004 contre Porto, tu as quand même de l'espoir. La Coupe de France 2010, comme tu le dis, normalement, on est supérieur au PSG cette année-là. Les 2 matchs en 2017, des meilleures équipes que Monaco a eues de son histoire. Même 2018, derrière le trophée des champions à la Coupe de la Ligue, on a encore des belles équipes. Bon, il y a un gros PSG quand même. Ouais. Mais ça se joue, quoi. Tu dis, et à chaque fois, malheureusement, le score n'est pas du tout en notre faveur. Moi, ce qui me gêne surtout, encore une fois, c'est pas... On a vu, entre ce match-là hier et le match aller, on a fait ce constat amer que malheureusement, Paris est au-dessus. Paris, on est forcément, on a des attentes démesurées par rapport à eux parce qu'ils ont des moyens aussi démesurés et qu'ils doivent se viser le meilleur, les objectifs les plus hauts. Ça, c'est une évidence. Mais à chaque fois, on se dit, c'est une année de transition. Ils ont plus de stars. C'est pas terrible. Ça joue pas bien Paris. On se fait chier. Ça gagne à l'arrache contre Lille où nous on fait 2-2, où ils sont pas loin de perdre. Ils sont prenables. Au final, rien du tout, quoi. Après, ils sont lâchés quand même, les titres. Ils n'ont pas non fait un 100%. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a quand même, t'as le droit d'être en dessous. C'est normal. Tu peux être en dessous. On l'est. Voilà. Aujourd'hui, il faut être clair là-dessus. On est en dessous, pas de souci. Mais comme tu dis, t'as le droit, ils ont lâché des titres. Donc c'est-à-dire qu'il y a d'autres équipes à une époque, on en a gagné un, sur un championnat en plus, donc un marathon encore mieux, quoi, tu vois. Mais il y a des équipes sur des coupes qui ont réussi, sur une finale, tu vois, être capables de créer un truc sur un match unique. Alors là, peut-être le trophée des champions, ça motive moins que si c'était une finale de Coupe de France, peut-être. Mais là où tu vois qu'il y a un problème, c'est que tu es sur 7 matchs, 7 défaites contre le PSG. Si tu regardes les matchs en championnat sur cette même période-là, on est largement devant, quoi. On gagne le PSG sur la majorité des matchs. Et tu dis, pourquoi sur ces matchs-là, tu fais 7 défaites de suite, quoi? C'est qu'il y a un problème de préparation. Parce que ça vient pas des joueurs, c'est pas les mêmes. Il y a clairement une préparation. Et même pas forcément du staff, c'est pas les mêmes non plus. Ah non, par le club, quoi, je sais pas, par l'institution qui n'arrive pas. Mais tu vois, moi je trouve que ce qui manque, c'est que t'es pas capable d'avoir ce supplément d'âme à un moment donné, de se dire, c'est un match unique, c'est le moment ou jamais, c'est ce soir ou jamais. Peut-être ça vient de la direction qui met passer la pression ou ce qu'il faut sur les joueurs pour les surmotiver. Ouais. Et je trouve que, et c'était aussi c'était la raison aussi de mon j'aime pas, que j'ai un peu épilogué dessus tout à l'heure, mais quand tu vois l'attitude à la fin du match d'un Ben Seguir, je suis désolé, c'est un problème. Je vais pas lui faire un procès en disant Ben Seguir, arrête de faire ça. Mais ça dénote de quelque chose. Ça veut dire que mentalement, dans ta préparation, dans ta façon d'aborder le match, pour moi, c'est pas bon. C'est pas bon parce que tu peux pas te dire je vais jouer une finale ou je vais jouer un match qui peut me donner un trophée et une fois que j'ai perdu derrière 5 minutes après me fondre la poire. C'est pas possible. Je sais pas, j'imagine juste, tu vois. Je pense à Ibrahimovic, tu vois. Je me dis si ce mec-là avait été sur le terrain, s'il avait vu, si Ben Seguir a été son coéquipier, s'il avait vu Ben Seguir se marrer comme ça avec Hakimi, je suis sûr qu'il lui aurait mis la tête au carré dans le vestiaire. Après, peut-être que d'autres l'ont fait, je ne sais pas, tu vois, peut-être que ça a été remarqué, peut-être qu'il y a eu des... Tu vois, mais quand je vois ça et que derrière je lis à 18h qui dit c'est comme prendre un coup derrière la nuque et que tout le monde était triste dans le vestiaire, je dis ah bon ?
Vraiment ? Vraiment, tu vois, est-ce que j'ai un doute, je me pose la question. Vraiment, les mecs, ils étaient vraiment tristes d'avoir perdu ce match ? Parce que c'est pas les réactions que j'ai vues vraiment sur le terrain, moi, à ce moment-là. Donc, comme tu dis, si tu as été formaté pour gagner ce match-là, quand t'as le coup de sifflet, tu as pris ton but à la 92e, clairement, ta première réaction, c'était t'es énervé, quoi, ou t'es triste, quoi. Bien sûr. Et je doute pas que ces mecs-là sont des compétiteurs. De toute façon, avec Emi, il vient te contre-réguler ou te réconforter à la rigueur. Après, oui, je veux bien, mais c'est vrai que la première réaction que tu dois avoir, tu dois être dégoûté d'avoir perdu ce match à quelques secondes du coup du sifflet final. Ouais. Donc voilà, et ça c'est pour moi, je pense effectivement il y a un problème au niveau de la culture club. Voilà, on n'a pas ce truc de gagner, et c'est un peu bizarre aussi parce que t'avais l'impression en début de saison que les mecs ils avaient peut-être envie d'aller chercher un truc, tu vois. Et c'est pour ça qu'on s'est un peu emballé. En se disant, tiens. C'est le centenaire, c'est pour ça. Voilà, il y a le centenaire, puis tu vois que t'es invincible pendant 11 matchs. Tu te dis, bon, t'as même des scénarios qui tournent un peu de façon rocambolesque dans ton sens. Tu te dis, ah, il y a peut-être un truc, c'est peut-être spécial. Et puis derrière, t'as des déclats, des petits sourires en coin. On n'y pense pas, on veut pas. Tu vois, volonté de se cacher, mais t'avais presque l'impression qu'il y avait une petite force dans ce groupe en plus. Et alors, bon. De toute façon, ça fait quelques temps déjà qu'on le voit plus. Et voilà. Mais du coup, même dans l'attitude, en tout cas, cette façon un peu rigolarde d'aborder le truc, non, clairement, là, je vois plus l'ambition, je vois pas la volonté de gagner, même de laisser une trace au final. On sait que les mecs sont de passage. Ça, c'est. Oui, ça. Mais et ça, après, là où je pense que c'est aussi un problème peut-être dans la culture club. Je pense que c'est parce que aussi un des arguments de vente, en tout cas un des arguments pour convaincre un joueur de signer, c'est aussi la possibilité, leur offrir la possibilité derrière de signer dans un plus gros club, donc d'être un club tremplin. On peut pas. Après, encore une fois, il n'y a pas de mal à ça. Je veux dire, la réalité du football, oui, bien sûr. Elle nous rattrape. C'est comme ça. Hein. On n'est pas le Real, hein, donc. Mais le problème, c'est que je pense qu'on doit beaucoup insister, à mon avis, sur cet aspect-là, plutôt que de vraiment insister aussi sur le truc d'essayer de faire quelque chose à Monaco. Ce qui m'a toujours frappé, à l'époque, je me rappelle de la une conférence de presse de Fofana, c'était « j'ai pas encore atteint mon objectif personnel avec Monaco ». C'est-à-dire que un de mes objectifs, j'en avais plusieurs, savoir être titulaire régulièrement, m'imposer dans l'équipe, etc. Machin, bon, ça très bien. Le dernier, c'était jouer la Ligue des Champions avec Monaco. Alors, c'est très bien de jouer la Ligue des Champions avec Monaco, mais il n'y a aucun moment où il s'est dit, tiens, en fait, son objectif ultime, ça pourrait être gagner un titre avec Monaco. Donc ça veut dire que, pour lui, gagner un titre avec Monaco, certes, ok, il y a Paris, mais... C'est bonus. Voilà, c'est bonus, mais en fait, bon, on part perdant avant même le début de l'année, quoi. C'est pas un objectif, on s'en fout. Si ça vient, ouais, bon, ok. Mais donc ça veut dire que tu peux pas l'être dans tous les cas, tu peux pas être programmé pour faire un exploit ou faire quelque chose d'un peu spécial comme il avait fait en 2017, si mentalement déjà tu te dis, bon, de toute façon c'est pas l'objectif du club, ils ont pas l'air de nous le demander, donc voilà, on va faire ce que... Et d'ailleurs ça s'est vu, hein, en faisant un peu le minimum, les mecs, il y a 2 ans ils ont fini 6e, hein, donc... Ouais. Donc voilà, et ça, je pense qu'il y a vraiment un souci au niveau de la culture club qui fait que, oui, Monaco est un club de losers. Voilà. J'ai beaucoup parlé. Pat, peut-être toi pas beaucoup, t'as peut-être des choses à rajouter, donc je vais me taire. Ah si, je vais quand même bien exposer mes arguments là-dessus aussi. Donc voilà, en tout cas, on lira les gens qui réagiront et on vous demande d'argumenter aussi. On s'est bien détaillé là, je pense. Oui. Les débats. Donc voilà, vous pouvez évidemment, vous avez la liberté dans les commentaires pour exprimer votre point de vue à ce niveau-là. On n'en termine pas du coup nous avec ce débrief. Partie prono. Alors vous avez fait un club Monégo juste avant avec Chrome il y a quelques jours. Est-ce que comme on n'avait pas fait de débrief sur Union Saint-Jean, on n'avait pas de prono, est-ce que vous en avez fait un sur ce match-là ou pas du tout ? Non. Ok, pas du tout. À l'occasion du samedi. Très bien. Bon, donc du coup, on repart d'une feuille blanche. Donc les pronos pour Nantes, le match vendredi à 19h.
Bonne question. T'avais pas réfléchi à ça. Non, pas du tout. J'avais oublié complètement les pronos, donc je ne sais pas sur quoi partir comme pronostic. Allez, on va être généreux, on va dire que Mbolo va marquer enfin un but. Histoire de bien commencer son année. Enfin non, parce qu'il est rentré, il a pas marqué non plus. Mais bref. Pourquoi pas, en tout cas, ça n'ira pas en contradiction avec le mien, puisque moi j'ai mis prono 1 partout. Voilà, c'est un prono avec un score exact. 1 partout. Nantes qui n'a pas perdu contre Lille, hein, mine de rien, qui les a accrochés. Donc ils ont fait match nul contre Paris aussi. Ouais. Alors ils avaient perdu contre Marseille, 1-0, mais bon, globalement, ils n'ont pas beaucoup de points, mais ils ont réussi à en prendre avec les équipes de tête. Ils ont changé de gardien. Et ils ont changé de gardien, et ça va leur faire certainement beaucoup de bien, je pense. Là, pour le coup, alors on parlait... Alors, mentalité de gagnant, en tout cas, lui, je pense qu'à ce niveau-là, même s'il n'a pas forcément... il n'a pas fait partie de l'OL qui a régné pendant 7 ans, mais voilà, je pense qu'il a aussi, au niveau de cette culture-là, il y a été confronté quand il était jeune, parce qu'au moment où l'OL brillait aussi, justement, quand il était à la formation du club. Donc, ouais, je pense qu'il s'en est pas mal imprégné, et on peut critiquer le type, on peut ne pas l'aimer, et reprocher certaines... ces sorties un peu kamikazes surtout ça. Il vient démonter des joueurs. Mais en tout cas, je pense que lui, dans la mentalité, c'est un mec qui va leur faire beaucoup de bien à Nantes. Donc... méfiance. Puis Antoine Camboiré est remonté comme un coucou contre la presse. Contre la presse, oui. Bon, alors en tout cas, merci Pat pour cette émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis on vous donnera rendez-vous donc ce week-end pour un débrief de Monaco. Nantes-Monaco. Nantes-Monaco, oui, on fait que des déplacements à la salle de c'est ça, ouais. On n'aura que 2 matchs à domicile sur le mois de janvier sur 7. C'est quand même énorme. C'est quand même pas énorme du coup. Enfin, c'est quand même énorme en termes de match à l'extérieur du coup. Bref, vous m'aurez compris. Donc voilà, je vais couper avant que la conclusion ne s'éternise et ne soit totalement catastrophique. Hein. Mais bon, alors, j'ai pas dit que j'avais pris de bonnes résolutions sur les conclusions non plus, donc foutez-moi la paix. Bon, en tout cas, merci Pat et merci à tous de nous avoir suivis. Et puis on vous dit à ce week-end. Allez, dagemunegu et ciao ciao. Et bisous.